Le tonnerre roulait sur Rome comme la voix d'un dieu en colère. Mais même la fureur du ciel ne pouvait étouffer les cris qui résonnaient depuis la chambre privée de l'empereur. Les couloirs de marbre tremblaient sous le bruit, non pas d'une bataille, non pas d'un débat politique, mais de quelque chose de bien plus sombre. Le sénateur Lucius Marcus se tenait figé sur place, une torche brûlant dans sa main tremblante, sa lumière vacillant sur les murs de pierre polie. Son souffle venait en halètements superficiels, et bien qu'il souhaitât fermer les yeux, les gardes de chaque côté murmuraient leur ordre avec un calme brutal. « Tenez-la ferme, sénateur. L'empereur exige une illumination appropriée. Derrière cette lourde porte n'avait lieu aucune cérémonie, aucun banquet, aucune réunion d'État, seulement la destruction de l'innocence déguisée en privilège impérial. Une jeune fille, pas plus âgée de 14 ans, ne devenait plus une fille, plus un enfant, pas même une personne, mais une entrée dans un registre, un numéro dans un livre, une statistique dans la machinerie de plaisir de l'Empire. Et les pairs de Rome, des hommes qui avaient autrefois commandé des armées, promulgué des lois et défendu l'honneur au forum, se tenaient désormais comme porteurs de torches pour la destruction de leurs filles. L'Empire qui avait conquis des nations s'était tourné vers l'intérieur, consumant ses propres familles. Ceci n'est pas un mythe, ceci n'est pas une rumeur, ceci est l'histoire. Les pratiques sexuelles les plus horrifiantes de Caligula l'insensé. Lorsque la mort de Tibère se répandit dans les halls de marbre de Rome, en mars 37 de notre ère, la ville exhala un soulagement collectif qui ressemblait presque à une renaissance après des décennies d'étouffement. Pendant 23 longues années, l'Empire avait peiné sous le poids de la paranoïa de Tibère, de ses regards suspicieux, de ses procès interminables pour trahison et des couloirs silencieux où les murmures eux-mêmes pouvaient signifier l'exécution. Le Sénat s'était lassé de marcher sur des couteaux. Les citoyens avaient oublié ce que signifiait la joie et le leadership, et la garde prétorienne cherchait une nouvelle étoile à suivre. Cette étoile apparut sous la forme d'un jeune homme dont le nom même évoquait la promesse. Gaius Julius César, Augustus, Germanicus, mieux connu des soldats et des plébéiens sous le nom de Caligula ou Petite Botte, un surnom qu'il avait gagné enfant en suivant son père, le général bien-aimé Germanicus, à travers les camps boueux des champs de bataille. Pour les Romains, il n'était pas seulement un empereur par le sang, il était l'héritier d'Auguste, le petit-fils de l'espoir, le garçon qui avait grandi dans l'odeur des tentes de cuir et des épées de fer plutôt que dans les palais cloîtrés, le prince des soldats qui avait marché parmi les hommes ordinaires. Son accession fut célébrée avec des feux d'artifice de soulagement, et le forum résonna des acclamations des citoyens qui osaient enfin croire que la dignité pourrait être restaurée à Rome. Caligula, dans ses premiers mois, sembla confirmer toutes les attentes éclatantes. Il entra dans la capitale, non avec l'amertume d'un souverain paranoïaque, mais avec le charme de la jeunesse et la générosité de quelqu'un avide d'être aimé. Il accorda des primes aux légions, réduisit les impôts qui écrasaient les pauvres depuis longtemps, et organisa de grands jeux gladiatoriens qui peignirent le Colisée de sang spectaculaire pendant des jours. Le Sénat applaudit ces discours et murmura entre eux que peut-être enfin Rome avait un dirigeant qui combinait le charisme de Jules avec la bienveillance d'Auguste. Même les sénateurs endurcis pleurèrent lorsqu'il entra dans la curie, croyant avoir été délivrés des ombres de la cruauté de Tibère. Ils écrivirent des prières de remerciement, des sacrifices emplirent les autels, et dans les marchés, les gens parlaient de lui comme de l'aube après un long hiver. L'Empire avait trop longtemps attendu quelqu'un qui souriait, qui riait, qui semblait humain. Pourtant, derrière le masque de marbre de la promesse juvénile, des fils d'un dessein plus sombre avaient déjà commencé à se tisser dans le tissu de son règne. Au début, c'était à peine notissable, comme la fine fissure qui apparaît dans une statue impeccable, assez petite pour être ignorée, jusqu'à ce que le temps la creuse en fracture. Une servante disparut des cuisines du palais. L'intendant expliqua qu'elle avait fui par peur du châtiment. Mais des murmures se répandirent selon lesquels son corps avait refait surface en aval dans le Tibre,
marqués de blessures si obscènes que même les gardes endurcis refusaient de les décrire. Puis 2 autres esclaves disparurent, un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans. Et lorsque leurs cadavres remontèrent dans la rivière de la ville, avec leurs visages tordus en agonie permanente, ceux qui les virent se détournèrent en silence. Le palais n'expliqua rien. L'empereur souriait en public, comme si rien ne s'était passé, et Rome, enivré par son propre soulagement, choisit d'ignorer les rumeurs. Après tout, n'était-il pas encore jeune ? N'était-il pas naturel qu'un homme de pouvoir teste les limites de ses plaisirs ? Sûrement, le temps tempérerait ses appétits. Sûrement, il grandirait en responsabilité. Telles étaient des excuses que le Sénat murmurait entre eux. Chaque mot une tentative de cacher la peur qui commençait déjà à pulser sous leur peau. La transformation se révéla pleinement en octobre 37 de notre ère, 6 mois après le début de son règne, lorsque Caligula fut frappé d'une maladie soudaine et mystérieuse. Tout l'Empire retint son souffle lorsque la nouvelle se répandit de sa fièvre, de son délire et de son corps se tordant entre la vie et la mort. Dans chaque temple, les prêtres sacrifièrent des bœufs et versèrent du vin sur les autels, tandis que les citoyens ordinaires offraient des prières avec des lèvres tremblantes, suppliant les dieux de ne pas prendre leur jeune souverain. Même les soldats endurcis qui avaient ri des présages et moqué les devins se surprirent à murmurer des appels à Mars et Jupiter, désespérés pour la survie de l'homme qui avait si rapidement capturé leur dévotion. Lorsque enfin Caligula se leva de son lit, des semaines plus tard, pâle mais vivant, Rome éclata en célébration. Des animaux furent abattus en action de grâce. Les familles organisèrent des festins en son honneur. Et le Sénat proclama la récupération un miracle d'intervention divine. Pourtant, ceux qui étaient les plus proches de lui jurèrent que l'homme qui émergea de son lit de malade n'était pas le même que celui qui avait d'abord porté la pourpre. La fièvre avait brûlé quelque chose en lui, laissant derrière non pas de la gratitude, mais la conviction froide qu'il avait touché la mort et était revenu immortel. À partir de ce jour, il ne se voyait plus comme une chair mortelle, liée par la loi et la moralité, mais comme un Dieu vivant, pour qui les limites de la décence humaine ne s'appliquaient plus. Au début, ces nouveaux appétits se cachaient derrière le glamour des banquets palatins. Les épouses de sénateurs commencèrent à recevoir des invitations à dîner en privé avec l'empereur, des invitations qui ne pouvaient être refusées et que leurs maris n'osaient pas questionner. De jeunes garçons de familles nobles se virent accorder l'honneur de servir au palais pour découvrir que l'honneur signifiait du rouge sur leurs joues et de la soie drapée sur leur corps, les transformant en ornements d'humiliation. Pourtant, la ville détourna le regard, murmurant qu'il était simplement juvénile, que l'indulgence s'estomperait avec la maturité. Mais l'indulgence ne s'estompa pas, elle se durcit en rituel. Il commença à remplacer la garde du palais, non par des hommes d'honneur, mais par ceux choisis pour leur cruauté. Des soldats dont la loyauté était assurée par une participation partagée à la débauche, plutôt que par le serment du devoir militaire. Il nomma un affranchi nommé Hélion comme son maître des plaisirs, un homme qui comprit rapidement que la survie signifiait procurer n'importe quoi, peu importe à quel point obscène, que l'empereur exigeait. À l'été 38 de notre ère, les fines fissures dans le masque de Caligula s'ouvrirent grand. Dans les archives impériales, un nouveau type de registre apparut, non pour les expéditions de grains ou les revenus fiscaux, mais pour des acquisitions humaines. Chaque entrée était écrite avec la même précision clinique que celle utilisée par l'Empire pour cataloguer ses ressources, sauf que maintenant les ressources étaient des femmes et des enfants, des filles de sénateurs, des épouses d'équites, des fils de marchands. Chacune devenait un numéro, dépouillée d'identité, réduite à de l'inventaire. Rome, qui s'était autrefois vantée de sa civilisation, descendait désormais dans un marché de la dignité humaine, vendu aux enchères et aux caprices d'un seul homme. Ce qui avait commencé comme une cruauté privée avait commencé à prendre forme comme politique publique, et les flammes des torches qui illuminaient le palais la nuit illumineraient bientôt des horreurs que même Rome
avec sa longue histoire d'excès, n'aurait pu imaginer. Ce qui avait commencé comme des murmures cachés dans les couloirs du palais se solidifia bientôt en une machinerie de fer d'horreur sanctionnée par l'État, car les excès de Caligula n'étaient jamais satisfaits de rester confinés derrière des portes verrouillées ou des rideaux baissés. Il grandissait comme une maladie qui se répandait des ombres dans le sang même de Rome, jusqu'à ce que ce qui avait autrefois été une indulgence privée devienne une procédure codifiée. Ce qui avait autrefois été une cruauté spontanée fut transformé en doctrine officielle, et ce qui avait autrefois été murmuré comme rumeur était maintenant enregistré avec des plumes et de l'encre par des scribes, qui s'asseyaient dans des alcôves, comptabilisant l'agonie humaine avec le même détachement utilisé pour compter les expéditions de grains ou les revenus fiscaux. Les archives impériales commencèrent à gonfler d'un nouveau type de documents, des rouleaux liés en cuir qui ne mentionnaient ni commerce ni conquête, mais plutôt des listes de noms transformés en numéros. Chaque entrée une réduction de chair et d'esprit en simple inventaire, une invention bureaucratique qui permettait à l'appétit d'un seul homme d'être caché derrière la façade de l'administration. Dans ces registres, les filles de Rome devenaient des biens itemisés, leurs âges et beautés notés avec la précision d'une colonne de comptable, et dans le processus, l'âme même de l'Empire commença à pourrir de l'intérieur. Les sénateurs qui avaient autrefois paradé dans le forum avec fierté marchaient maintenant dans les couloirs du palais avec des yeux hantés, car ils savaient que leurs familles étaient devenues à la fois des jetons de négociation et des armes dans le théâtre de pouvoir de l'empereur. S'opposer à lui dans un débat signifiait voir le nom d'une fille apparaître dans le registre en quelques jours. Questionner un décret fiscal signifiait voir son épouse convoquée pour un service impérial, et rester silencieux signifiait seulement retarder l'inévitable. Car la fin de Caligula n'était pas rassasiée par des étrangers, mais par la destruction de ceux qui auraient dû être intouchables, la destruction précisément de ces liens qui avaient ancré la société romaine pendant des siècles. Lorsque les premières torches furent placées dans les mains tremblantes des sénateurs, et qu'ils furent commandés d'illuminer les scènes de la violation de leurs propres enfants, la transformation de la débauche en politique fut complète, parce que la cruauté ne ciblait plus seulement le corps, mais atteignait la psychologie même de Rome, forçant les pères à devenir complices et les mères à devenir témoins silencieux, jusqu'à ce que l'Empire lui-même soit corrompu à son niveau le plus intime. Les architectes du palais furent ordonnés de concevoir des chambres non de beauté, mais d'acoustique, assurant que les cris portent clairement dans les halls adjacents, où ceux attendant leur tour ne pouvaient échapper au son de ce qui les attendait. Des supports de torches furent montés à des hauteurs précises, calculées pour que les hommes forcés de les porter puissent voir sans obstruction, car l'empereur insistait sur le fait que les témoins étaient aussi importants que les victimes, que la dégradation n'avait pas de valeur à moins d'être observée, documentée et partagée. Les gardes entraînaient leurs devoirs avec une précision militaire, instruisant les sénateurs où se tenir, à quelle hauteur tenir leurs flammes, combien de temps rester immobile, avertissant qu'un fléchissement du bras ou un murmure de protestation entraînerait l'entrée du nom d'une autre fille dans le registre comme punition. Et ainsi les hommes les plus puissants de Rome, dont les ancêtres avaient marché en triomphe et dicté les lois des nations, se retrouvèrent réduits à des porteurs de torches tremblants. Leur voix autrefois autoritaire, réduite à des respirations superficielles, leur honneur échangé contre la survie. C'est de cette manière que l'Empire romain cessa d'être simplement un empire de conquête et devint un empire de terreur internalisée. Parce que lorsque les familles les plus élevées étaient réduites au silence et à la compliance, quel espoir pouvait-il y avoir pour les marchands ou les paysans ou les esclaves? La ville murmurait des disparitions, de nobles femmes qui entraient dans le palais pour ne plus jamais être vues, de filles de foyer fières qui revenaient peints et parfumées, leurs identités effacées, leur enfance sacrifiée sur l'autel du désir impérial.
Chaque histoire se répandait à travers les tavernes et les marchés comme un feu de forêt. Mais personne n'osait l'affronter parce que tout le monde comprenait que même dire la vérité à voix haute pouvait attirer l'attention. Et l'attention signifiait inclusion dans le registre, et inclusion signifiait annihilation de la dignité. Le génie de la politique de Caligula résidait non seulement dans la destruction physique des corps, mais dans la destruction psychologique de la volonté entière d'une société à résister. Car en rendant les hommes les plus puissants complices de la souffrance de leur propre famille, il les transforma de rivaux en captifs, liés par les chaînes de leur propre honte et silence. Les registres eux-mêmes, dont certains fragments ont survécu dans des découvertes archéologiques, révèlent la nature clinique de cette horreur. Ils parlent de dates d'acquisition, de notation de compliance, de classification qui sonnent comme le vocabulaire du commerce plutôt que l'enregistrement de la tourmente humaine. Les victimes étaient décrites en termes d'utilité, leur valeur assignée selon la beauté, l'âge ou la signification politique, et le langage lui-même les dépouillait d'humanité, les réduisant à des colonnes et catégories. Item 247. Une entrée lit « Femme de classe sénatoriale, assignation restreinte ». Derrière cette phrase se cache une vie brisée, une famille détruite, un père forcé de se tenir et d'illuminer l'indicible. Mais dans la précision froide de ces lignes réside la vraie nature de l'innovation de Caligula. Il avait transformé l'atrocité en administration, le mal en efficacité, la cruauté en un système qui pouvait être géré, étendu et préservé. Au début des mois de 39 de notre ère, la transformation était indéniable. Ce qui avait commencé comme des murmures dans la nuit avait évolué en une institution pleinement fonctionnelle d'horreur. Les gardes étaient entraînés, les architectes avaient construit, les scribes documentaient avec un détachement infatigable, et les sénateurs, les hommes mêmes qui avaient autrefois juré de défendre la dignité de Rome, se traînaient maintenant dans les couloirs en tenant des torches qui illuminaient non seulement la tourmente de leurs filles, mais l'effondrement de l'âme de leur civilisation. La débauche privée était devenue politique publique, et l'Empire avait franchi un seuil dont il ne pouvait y avoir de retour. Parmi toutes les dégradations que Caligula déchaîna sur Rome, rien ne frappa plus profondément la moelle de la société que sa violation délibérée des liens sacrés de la famille. Parce que tandis que ses premiers appétits avaient hâté consommer les épouses de sénateurs et les filles de marchands, son obsession véritable se tourna vers l'intérieur, vers son propre sang, vers les sœurs mêmes qui avaient autrefois marché à ses côtés comme compagnes d'enfance, vers Drusilla, Julia Livilla et Agrippine la jeune. Des femmes qui portaient à la lignée d'Auguste dans leurs veines et qui, en vertu de leur naissance noble, auraient dû représenter le cœur intouchable de la dignité de Rome. Déflorer des étrangers était de la tyrannie, mais déflorer ses propres sœurs sous le regard complet du Sénat était quelque chose de plus sombre. Un spectacle conçu non seulement pour gratifier la luxure, mais pour annoncer à tout l'Empire que rien n'était hors de portée de l'empereur, pas même la sanctité inviolable de la vie familiale romaine. C'est sur cette scène que Caligula choisit de dévoiler l'étendue complète de sa folie, transformant l'inceste en arme politique, la profanation en théâtre et l'humiliation en la liturgie même du pouvoir. Le moment de révélation ne vint pas dans des murmures derrière des portes verrouillées, mais dans la lumière éclatante d'un banquet public auquel assistaient 300 sénateurs, prêtres et ambassadeurs de royaumes étrangers. La salle à manger scintillait de lampes dorées, des musiciens pinçaient des cordes pour noyer l'inquiétude des invités, et les sénateurs forcèrent des sourires sur leurs lèvres tandis que des plateaux de délicatesse étaient portés devant eux, mais l'atmosphère s'effondra en un silence suffocant lorsque Caligula, allongé en tête de table, prit la main de sa sœur Drusilla et la tira vers lui dans un geste qui brisa toutes les lois de Rome, tous les tabous de la civilisation, toutes les limites que des siècles de coutumes avaient gravées dans la pierre. La salle se figea. Les hommes regardèrent dans leurs coupes. Les femmes serrèrent leurs gobelets jusqu'à ce que leurs phalanges blanchissent et l'air sembla vibrer avec la connaissance que ce qui se déroulait devant eux n'était pas simplement un scandale, mais un sacrilège.
Puis la voix de Caligula résonna à travers la chambre, calme et délibérée, déclarant « Mes divines sœurs, bénies par Jupiter lui-même, pour partager mon affection comme Junon partage la sienne. » L'invocation du mariage incestueux de Jupiter avec Junon n'était pas un accident, car en invoquant la mythologie du roi des dieux de Rome, il transforma sa violation en précédent religieux, laissant les sénateurs piégés entre deux choix impossibles, applaudir le sacrilège ou commettre une trahison. Et ainsi ils applaudirent, leurs applaudissements creux résonnant à travers les halles de marbre, tandis que les destins de leurs filles étaient scellés par leur silence. Le lien entre Caligula et Drusilla avait été murmuré même avant cette nuit, car pendant la fièvre qui avait presque tué lui en 37 de notre ère, elle seule avait été autorisée à rester dans sa chambre, le soignant tandis que les médecins et prêtres étaient renvoyés. Lorsqu'il se rétablit, il la proclama non seulement sa sœur, mais son homologue divine, l'élevant dans les quartiers réservés aux épouses et exilant son mari à un poste de gouverneur distant qui s'apparentait à un exil politique adouci seulement par la distance. Leur intimité n'était plus cachée, et au fil des mois, Drusilla devint le centre de ses rituels, assise à ses côtés, lors des audiences matinales, quand les sénateurs présentaient des pétitions, présidant avec lui lors de cérémonies religieuses où elle était traitée non comme une femme mortelle, mais comme prêtresse et consort, et forcée à des humiliations nocturnes qui moquaient toutes les valeurs romaines. Julia Livilla, ardente d'esprit, tenta la défiance jusqu'à ce que la punition la réduise au silence, tandis qu'Agrippine, plus intelligente et plus froide, enterra sa rage et attendit son heure, enregistrant chaque indignité en mémoire comme des pièces stockées pour une vengeance future. Mais pour l'instant, la résistance était futile, parce que Rome elle-même était devenue la scène de Caligula, et ses sœurs étaient piégées comme actrices involontaires dans son théâtre de profanation. Lorsque Drusilla devint enceinte, la manie de Caligula atteignit son apogée. Debout au Sénat, vêtu de pourpre et d'or, il proclama que l'enfant dans son ventre n'était pas une vie ordinaire, mais le fils d'un dieu, son héritier destiné à régner à la fois sur le ciel et la terre. Les sénateurs, dont les voix avaient autrefois façonné des empires, inclinèrent désormais la tête en obéissance rituelle, votant des décrets d'honneur pour un enfant à naître conçu par inceste et paradé comme miracle. Les prêtres offrirent des sacrifices dans les temples. Les citoyens furent amièrement commandés de prier pour la santé de l'enfant. Et la ville, qui s'était autrefois enorgueillie de loi et de dignité, célébra désormais la violation de ses propres fondations morales comme spectacle divin. Pourtant le destin intervint. En juin 38 de notre ère, Drusilla mourut soudainement, certains murmurant de complications lors de l'accouchement, d'autres de poison administré par des mains trop fatiguées d'humiliation pour en endurer davantage. Mais la vérité, comme tant de choses dans la Rome de Caligula, fut enterrée avec elle. Son chagrin, cependant, ne l'adoucit pas. Il brisa la dernière fragile limite de son humanité. Il la déclara déesse, ordonnant que des temples soient érigés en son honneur, commandant que des serments soient prêtés par sa divinité, et exigeant que le peuple romain adore la femme qu'il avait détruite, consacrant la victimisation elle-même comme religion d'État. Pour Julia Livilla et Agrippine, la mort de Drusilla ne mit pas fin à leurs tourments, mais le magnifia, car maintenant elles étaient forcées d'incarner son rôle, obligées de porter ses vêtements, de prononcer ses mots, d'incarner son esprit lors de cérémonies qui tordaient le deuil en parodies grotesques. Résister signifiait la mort, se plier signifiait se rendre à une dégradation si profonde qu'elle vidait l'âme. Des témoins témoignèrent plus tard que des cérémonies au palais exigeaient que des sénateurs assistent tandis que l'empereur démontrait sa possession des lignées divines, leur proclamant « Si je peux faire cela à mes sœurs, imaginez ce qui attend vos filles ». Le message était immistakable. Aucune loi, aucune tradition, aucune relation ne pouvait protéger quiconque de sa volonté. Les registres enregistraient ces cérémonies avec la même précision bureaucratique que les livraisons de grains, dates, heures, noms des témoins,
résultats notés en abréviations cliniques qui dépouillaient les liens sacrés de leur humanité. Dans ces enregistrements, les sœurs devenaient propriété, les épouses monnaie, les enfants entrées, et Rome elle-même complice. En fin de compte, ce qui rendait la profanation incestueuse de Caligula si dévastatrice n'était pas seulement la violation physique de ses sœurs, mais la manière dont elle empoisonnait l'idée même de famille à Rome. Le foyer avait toujours été la pierre angulaire de la société romaine, le lien entre le pater familias et la parenté, le fondement de la loi et de l'ordre. Mais en transformant ses sœurs en consorts et sa fille en déesse, Caligula brisa cette pierre angulaire, prouvant que dans l'empire de l'insensé, même les liens les plus sacrés pouvaient être déchirés et refaçonnés en instruments de pouvoir. Rome regarda en silence, applaudissant quand commandé, s'inclinant quand ordonné, et enregistrant chaque horreur comme si ce n'était rien de plus qu'une procédure. Et dans ce silence, l'Empire se trahit plus profondément que dans n'importe quelle bataille perdue contre des ennemis étrangers. Car, dans la Rome de Caligula, l'inceste n'était pas simplement une débauche privée, c'était une politique publique, c'était une humiliation ritualisée, c'était la déclaration que rien, pas même le sang sacré de la famille, ne pouvait s'opposer à la fin d'un homme qui s'était convaincu d'être un dieu. La plus grande innovation de la débauche de Caligula n'était pas qu'il s'adonnait à des luxures interdites aux autres hommes, ni même qu'il brisait la sainteté des liens familiaux, mais qu'il revêtait ses appétits des vêtements de l'administration et transformait le vice personnel en machine institutionnelle, transformant le palais de Rome en une bureaucratie du mal où scribes, médecins, prêtres et sénateurs alike devenaient des fonctionnaires d'un système, conçu non seulement pour gratifier, mais pour perpétuer la dégradation. Dans l'aile est du palais impérial, sous des plafonds peints de scènes de déesses et de nymphes, il établit ce que les inscriptions appelaient le temple du service divin, un nom qui moquait le concept même de religion. Car dans ces chambres parfumées, les épouses et filles de sénateurs étaient traitées non comme des adoratrices, mais comme des offrandes, leur humiliation déguisée en rituel, leur exploitation masquée par de l'encens et des statues de marbre dont les visages avaient été recarvés pour ressembler aux femmes, même asservies à l'intérieur. Pour le visiteur occasionnel, cela apparaissait comme un sanctuaire de piété, avec des autels fumants, des attendants et des hymnes sacrés résonnant à travers des couloirs dorés. Pourtant, derrière le rideau de sainteté, la machinerie de l'abus organisé opérait avec l'efficacité d'un bureau du trésor. Chaque acte documenté, chaque corps comptabilisé, chaque indignité préservée en doubles enregistrements, stockés dans les archives. Le génie, si un tel mot peut s'appliquer à une telle monstruosité, de ce système résidait dans sa capacité à impliquer toute l'élite de Rome, parce que ceux qui cherchaient la faveur impériale recevaient des jetons d'ivoire inscrits avec des heures et numéros de chambre, exigeant leur présence à des cérémonies où la dignité de leur épouse était échangée contre une protection politique, où la pureté de leur fille était troquée contre des contrats et commissions, et où le silence devenait le prix de la survie. Chaque rendez-vous était écrit dans des registres, comme s'il s'agissait d'un appel nominal du Sénat, avec des notes sur la performance, l'enthousiasme et les revenus générés. Et ces documents assuraient qu'aucun sénateur ne pourrait plus tard se lever en opposition sans crainte d'exposition, parce que les archives contenaient la preuve de leur complicité, signée à l'encre et scellée à la cire, un enregistrement permanent de corruption qui servait d'assurance ultime à l'empereur. Ce n'était pas seulement des corps qu'il consommait, mais des réputations, car une fois qu'un homme avait assisté tandis que son épouse ou enfant était traité dans le temple, il ne pouvait plus jamais élever la voix en protestation morale. Et ainsi les gardiens même de la loi romaine devenaient captifs dans un réseau de leur propre silence, chantagés en compliance par la preuve de leur propre honte. Même cette exploitation institutionnalisée ne satisfaisait pas la faim de Caligula, car son imagination cherchait non seulement à consommer le présent, mais à garantir l'approvisionnement futur en victimes. Et ainsi naquit le programme d'élevage, une horreur qui réduisait la reproduction humaine
à un processus industriel. Des médecins formés dans les écoles d'Alexandrie, des hommes qui avaient autrefois prêté serment de guérir, étaient maintenant commandés d'examiner les femmes comme si c'était du bétail, mesurant les hanches, notant les historiques de fertilité, calculant le potentiel de productivité et dictant des accouplements comme s'il assortissait du bétail pour l'élevage. De jeunes femmes de classe sénatoriale étaient assignées à des soldats, gladiateurs ou même étrangers selon quelle combinaison promettait force, beauté ou traits exotiques. Et ces unions, forcées sous le regard de gardes et scribes, étaient enregistrées avec un détachement clinique dans des registres qui suivaient les probabilités de conception et les résultats des enfants. Les grossesses étaient surveillées avec une précision obsessionnelle, des régimes prescrits, des mouvements restreints, des fausses couches punies, des naissances enregistrées comme inventaire plutôt que miracle. Et les enfants nés dans ce cauchemar étaient arrachés à leur mère pour être élevés selon la classification impériale, les garçons au physique fort désignés pour l'entraînement militaire, les garçons aux traits délicats préparés pour le service au palais, les filles attractives assignées à un futur travail au temple, et les enfants moins favorisés relégués au travail manuel. Les familles étaient effacées, remplacées par des catégories, les lignées disséquées en fonction, et l'acte naturel de l'accouchement transformé en mécanisme de servitude systématique. Pourtant, peut-être la plus grotesque de ces perversions bureaucratiques était la transformation infligée aux garçons nobles, les héritiers des familles les plus fières de Rome, qui étaient saisis non pour le champ de bataille, mais pour la féminisation, entraînés à servir comme ornement peint dans le palais de Caligula. Dans l'aile nord, des chambres bordées de miroirs forçaient ces enfants à assister à leur propre métamorphose, tandis que des attendants les baignaient dans des huiles parfumées, arrachaient leur virilité juvénile et les habillaient de soie qui moquait leurs identités perdues. Les cheveux étaient stressés avec des fleurs, les visages poudrés en masques de soumission, les voix entraînées à monter en registre plus haut jusqu'à ce qu'elles craquent sous la tension, et les mouvements répétés jusqu'à ce qu'ils glissent non comme des soldats, mais comme des courtisanes. Leurs anciens noms, Marcus, Lucius, Gaius, étaient effacés des rôles et remplacés par Flora, Lily ou Rose. Des moqueries florales destinées à les sever de leur lignée. Dans les archives, ils n'étaient pas décrits comme fils de Rome, mais comme attendants masculins, chacun avec des évaluations de beauté, grâce et obéissance, chacun réduit à marchandises présentées sur des plateformes où les sénateurs eux-mêmes étaient forcés de sélectionner et classer les enfants de leur père. Résister signifiait affronter une punition publique. Se plier signifiait endurer la dégradation. Et dans les deux cas, les futurs pères de Rome étaient brisés avant d'atteindre l'âge adulte, leur dignité éteinte dans l'éclat de la lumière des torches, reflétée sur des murs de miroirs. Les registres de cette ère, dont des fragments ont survécu, révélaient la précision glaçante d'une société qui avait rendu sa conscience à la procédure. Ils listent non seulement les noms et âges des asservis, mais leur classification, leur assignation, leurs revenus générés, et même des notes marginales suggérant des stratégies d'optimisation, comme si l'agonie humaine pouvait être améliorée par l'efficacité administrative. Une annotation recommande d'augmenter l'inventaire avant la saison des festivals. Une autre loue les revenus plus élevés des catégories plus jeunes. Une troisième note, les avantages de compliance des narcotiques administrés à des sujets résistants. Un tel langage expose la vraie horreur du système de Caligula. Non simplement que le mal était commis, mais qu'il était commis avec la rationalité froide d'un comptable, comme si la souffrance elle-même était une ressource économique à maximiser. À la fin de 39 de notre ère, le palais ne ressemblait plus à l'assiège d'un empire, mais à une vaste usine d'exploitation, avec des départements pour l'acquisition, le traitement, la classification, l'élevage et l'entraînement, chacun opérant avec la précision de la logistique militaire. Les gardes assuraient de l'acquisition, les médecins assuraient la fonctionnalité,
Les scribes assuraient la documentation et les sénateurs assuraient le silence. La débauche privée avait évolué en institution publique et la famille, la pierre angulaire sacrée de la vie romaine, avait été dissoute en catégories d'utilité, de revenus et de compliance. Dans la Rome de Caligula, rien n'était sacré, ni la naissance, ni la lignée, ni l'enfance, ni même la sainteté du genre, car tout pouvait être réécrit, réassigné et réduit à de l'encre sur parchemin. Et tandis que le peuple de Rome dînait encore, commerçait et adorait dans les temples, le vrai empire était enregistré dans des registres qui transformaient la chair en chiffres et la souffrance en statistiques. Une bureaucratie glaçante qui assurait que le mal ne se produise pas simplement, mais endure. S'il y avait un seul rituel qui épitomait l'effondrement de la dignité de Rome sous Caligula, c'était l'invention du devoir de porteur de torche, une pratique si cruelle dans sa conception et si dévastatrice dans son exécution qu'elle transformait les protecteurs en complices et les pères en participants involontaires à l'annihilation de leurs filles. Tenir la torche dehors la chambre de l'empereur n'était pas simplement fournir de la lumière, c'était illuminer l'horreur la plus intime, tout en restant immobile. Interdit d'intervenir, interdit même de détourner le regard, condamné à servir de témoin silencieux à un crime qui brisait à la fois le protecteur et la protégée en un seul coup insupportable. Les convocations arrivaient à l'aube, portant le sceau du bureau impérial, instruisant le sénateur ou magistrat d'apparaître au palais avec sa fille aînée non mariée et de se préparer au devoir d'illumination. Le langage était bureaucratique, le style détaché. Pourtant, derrière ces lignes se cachait la certitude de la ruine. Le refus signifiait non seulement la mort pour le père, mais l'annihilation de toute la lignée familiale, frères exécutés, épouses asservies, enfants dispersés parmi les soldats. Et ainsi la compliance n'était pas un choix, mais une sentence, un rituel conçu pour rappeler à chaque homme de pouvoir que la survie signifiait complicité. Le couloir où ses pères attendaient s'étendait comme une tombe. 50 pieds de marbre bordés de supports de fer où les porteurs de torches se tenaient à intervalles précis, chacun placé à une distance mesurée, de sorte que lorsque les portes de la chambre s'ouvraient, leurs flammes tombent exactement sur les corps des victimes à l'intérieur. L'architecture elle-même était une arme, car les constructeurs avaient été instruits de concevoir des lignes de vue si claires qu'aucun père ne pouvait échapper à la vision de la destruction de son propre enfant. Les gardes patrouillaient le couloir, rappelant aux hommes de garder leurs bras fermes, avertissant qu'un fléchissement entraînerait une punition plus sévère. Certains pères récitaient des vers de Virgile à voix basse pour distancer leurs esprits. D'autres calculaient des problèmes mathématiques pour échapper dans l'abstraction. Pourtant, rien ne pouvait faire taire les sons qui portaient à travers les portes de chêne. Les cris étouffés, les voix brisées, les moqueries murmurées de l'empereur. Et ainsi ces hommes, dont les ancêtres avaient autrefois commandé des légions, se tenaient maintenant comme des statues, tenant des torches qui brûlaient plus brillamment que l'honneur qu'ils avaient déjà perdu, réduits à des ombres d'eux-mêmes, tandis que leurs filles disparaissaient dans des chambres d'où elles émergeraient brisées et à jamais altérées. Des graffitis griffonnés sur les murs d'attente par des mains tremblantes témoignaient de l'agonie qui remplissait ces couloirs. « Nous sommes les damnés qui respirent, les morts qui marchent », écrivit un sénateur, son message gravé dans la pierre où il resta pendant des siècles. Un autre griffonna les mots « Que les dieux pardonnent ce que les empereurs contraignent ». Ces fragments trouvés par des archéologues dans des âges ultérieurs révèlent non la résistance mais le désespoir. Le besoin désespéré des hommes de laisser derrière une preuve qu'ils avaient été forcés à la complicité, que leur silence n'était pas volontaire, que leurs torches avaient illuminé des cauchemars qu'ils ne pouvaient prévenir. Dans le forum, des pères qui avaient autrefois été rivaux se croisaient avec des yeux creux, leur regard portant la connaissance inexprimée d'une humiliation partagée. Leurs voix atténuées, leurs esprits brisés. Certains se saoulèrent jusqu'à la mort. D'autres se suicidèrent avec des épées autrefois portées en triomphe. Mais la plupart endurèrent,
continuant à marcher dans les halles de marbre de Rome comme s'ils étaient encore vivants, bien qu'en vérité, leurs âmes aient été éteintes dans le couloir des torches. La cruauté du système ne s'arrêtait pas lorsque les portes de la chambre se fermaient. Les filles qui émergeaient après des heures de tourment ne pouvaient plus rencontrer le regard de leur père, non par blâme, mais par mémoire insupportable. Les familles se fracturèrent, les liens se dissolurent, et le silence devint la seule langue qu'elles partageaient. Un père qui avait autrefois été le bouclier de son foyer devenait le symbole de sa destruction, non parce qu'il avait choisi la trahison, mais parce que la survie l'exigeait, et cela empoisonnait chaque maison à Rome d'une pourriture invisible. Les mères serraient leurs enfants plus jeunes, terrifiés qu'ils puissent être les prochains, tandis que les fils regardaient leur père avec suspicion, sachant que l'homme qui avait tenu la torche pourrait un jour la tenir à nouveau. De cette manière, la politique de Caligula s'étendait au-delà du palais dans chaque foyer romain, parce que la simple existence du système des torches transformait l'amour lui-même en arme, tordant le lien le plus sacré de tous en la forme la plus corrosive de contrôle. Même après son assassinat le 24 janvier 41 de notre ère, lorsque des lames prétoriennes le tranchèrent derrière les rideaux d'un théâtre, les blessures qu'il laissa ne guérirent pas parce que tuer l'homme ne pouvait effacer les systèmes qu'il avait créés. Les registres qui préservaient chaque entrée, les supports de torches qui restaient fixés dans les murs du palais, monuments de bronze silencieux à des familles détruites et des filles réduites à des numéros. Des archéologues, dans des siècles ultérieurs, découvrirent ces supports mêmes positionnés avec une précision mathématique, leur présence confirmant les témoignages des écrivains anciens et exposant le visage bureaucratique de l'horreur. Ils trouvèrent des fragments de registres où des noms avaient été réduits à des catégories, où la fille d'un sénateur était transformée en item 247, où la vie d'un enfant devenait une statistique d'appétit impérial. Ils trouvèrent des notes griffonnées dans des cellules de pierre où des garçons autrefois entraînés à devenir des attendants féminins, témoignage de désespoir qu'aucun feu ne pouvait effacer. Les ruines parlaient non de gloire, mais de honte, non de triomphe, mais de torches qui avaient autrefois illuminé les couloirs de l'effondrement moral de Rome. Le vrai legs de Caligula n'était pas seulement sa folie, ni même sa mort, mais la leçon de comment le pouvoir non contrôlé, quand fusionné avec la précision administrative, peut transformer des êtres humains en instruments, en numéros, en entrées dans des livres qui survivent à leur corps. Rome ne se remit jamais pleinement de la tâche, car le trauma se transmit à des générations, résonnant dans des filles qui tressaillaient au tonnerre parce qu'il leur rappelait la nuit orageuse où les cris se mêlaient à la foudre, dans des filles qui grandirent en hommes incapables de diriger parce que leur père avait été brisé en porteur de torches, dans des familles qui murmuraient d'un déshonneur passé, mais ne parlaient jamais à voix haute parce que le souvenir lui-même était devenu trop lourd à supporter. C'était la vraie blessure de l'Empire, non simplement l'instabilité politique, non simplement l'assassinat, mais les cicatrices invisibles gravées dans l'âme de son peuple. Et ainsi, quand nous parlons aujourd'hui des pratiques sexuelles les plus horrifiantes de Caligula l'insensé, nous ne racontons pas de simples rumeurs de décadence ou d'anecdotes titillantes d'excès. Nous regardons dans l'abîme d'un système qui transformait la famille en théâtre, la dignité en spectacle et la survie en complicité. Les ruines de son palais se dressent encore, les supports de torches encore fixés dans le marbre, les échos des cris encore portés par l'imagination lors de nuits orageuses, et peut-être dans ces couloirs vides, la leçon persiste encore, que quand le mal adopte le masque de la procédure et quand le pouvoir trouve sa satisfaction dans la destruction systématique, le résultat n'est pas seulement l'effondrement d'un empereur, mais l'effondrement de l'humanité elle-même. Si cette histoire vous a troublé, si elle a révélé à quel point la civilisation devient fragile quand la moralité est rendue à la folie, alors rappelez-vous que l'histoire ne s'efface pas, elle avertit. Et si vous souhaitez explorer plus des vérités les plus sombres de l'histoire, aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui osent affronter le passé et abonnez-vous à cette chaîne
pour plus de voyages dans les ombres où le pouvoir et l'horreur s'entrelacent. Fin.